L'analogie au numérique ne sera pas au rendez-vous comme initialement prévu en juin 2015 en Afrique. Les pays africains souhaitent ainsi une prolongation du deadline. L'annonce a été faite à Yaoundé par le ministre de la Communication. Et à l'étranger, Canada, un homme ouvre le feu sur un soldat et là-bas à Ottawa. L'auteur sera également assassiné par un officier de police. Il faut dire que l'auteur de ce crime manifestait contre le discours antiterroriste prononcé par le Premier ministre canadien au Parlement. Et enfin, en sport, les Lions indomptables se qualifient pour la finale de la Coupe d'Afrique namibienne sans tambour ni battant. Et c'est presque dans l'anonymat que cette compétition africaine se déroule. On a lieu de se poser la question de savoir pourquoi le football féminin ne fait pas grand foule en Afrique. C'est le sujet qui nous intéresse dans la deuxième partie de ce journal. Une fois de plus, bonsoir. Indiquons que dans la ville de Douala, les camions de sable continuent d'approvisionner les chantiers de construction de la ville en journée. Concernés au même titre que d'autres gros porteurs par la mesure qui restreint leur circulation en milieu urbain, ces conducteurs des engins lourds pensent que l'obscurité ne s'accommode pas à leur activité. Ils l'ont fait savoir à nos reporters Dani Warenzede et Serge Alaoutou. Aquanor et sa carrière de sable, il est un peu plus de 10 heures. Ce 23 octobre, entre le vaublissement de moteurs des véhicules lourds à 10 roues et les coups de pelle, l'activité autour de ce matériau de construction n'a pas connu une baisse de régime depuis la circulaire du ministre des Transports interdisant la circulation des gros porteurs dans les voiries urbaines entre 6 heures et 21 heures. Nous travaillons avec la marée. S'il arrive à certains moments que nous puissions vraiment charger dans la nuit, que la marée est haute, on va passer une journée blanche. De deux, nous avons des quartiers. Vous avez des fils partout dans la nuit. Entrer là-bas dans la nuit, c'est dangereux. On aura des problèmes déjà avec les gens du quartier. Il y a des fils qu'il faut souvent soulever. Certains, on nous lèveront même pas. Ce qui peut électrocuter soit le chauffeur, causer des pannes dans les quartiers. Les métiers connexes d'une carrière de sable évoquent plutôt l'obscurité comme facteur limitant. Pour un camion comme ça, il faut au moins 3 personnes pour charger. Et il doit avoir des espaces pour que la pelle ne coupe pas celui qui est à côté de toi. Donc la nuit, tu ne peux pas, quand il y a l'obscurité, tu ne vois pas le pied de ton frère. Tu risques d'envoyer son pied dans le camion. Autre pilule dans la circulaire du ministre des Transports, c'est celle limitant la vitesse de circulation des engins lourds à 40 km à l'heure. Aux yeux des camionneurs, elle risque d'être difficile à avaler. Quand on a la route ouverte, chacun essaie d'appuyer son champignon et il va vite. Et il n'y a plus de risque parce qu'à ce moment, on ne freine pas facilement, on percute et c'est le taux de dégâts qu'on peut causer dans la route. Nous roulons avec des véhicules qui ne sont pas flambant neufs. Imaginez donc un véhicule comme celui-ci qui a 49 chevaux, qui est en pleine autonomie sur nous, vous pouvez, se disant qu'il va aller vite pour atteindre, je ne sais pas, son quota, qui se retrouve face à un petit véhicule qui ne veut pas céder le passage. S'il percute ce véhicule, c'est beaucoup de dégâts. Et beaucoup vont même cogner, je parie que je doute fort qu'ils vont s'arrêter. Il faut dire à la suite de Serge Alaoutou que le ministre des Transports est revenu partiellement sur cette décision. Robin Kili affirme que les camions transportant du sable, de l'essence et chargés de diverses marchandises se sont autorisés à circuler pendant toute la journée, mais que la vitesse doit être limitée à 40 km/h. Aménagement des voiries de la capitale politique Yaoundé. Il faut dire que les travaux d'exécution sont plombés par le dédouanement divers mais également des lenteurs. C'est le constat fait ce jour par le ministre de l'Habitat. Il a ainsi invité les entreprises qui réalisent ces travaux à appuyer sur l'accélérateur afin de changer le visage de Yaoundé. C'est dans ce reportage d'Élisée Mbogba et Marcelin Gansop. Les travaux de construction de la pénétrante est de la ville de Yaoundé sont exécutés à plus de 80%. Mais l'évolution du chantier est plombée par quelques difficultés. Surtout au niveau des travaux d'éclairage public et également au niveau du déplacement des canalisations, des réseaux d'eau.
Ceci est imputable, n'est-ce pas, au système de dédouanement. C'est depuis hier qu'on a commencé à faire les terrassements. Donc en principe, cette semaine, on devra déplacer le tuyau. Un autre grand chantier, c'est celui de la construction de plusieurs tronçons de route tout autour des quartiers Ekounou et Kondengui. Les populations habituées pendant de longues années au nid d'éléphants commencent à voir le bout du tunnel. Et qui dit merci en redemande. Beaucoup a été fait et beaucoup reste à faire. Par exemple, l'électricité et puis la route du palais de justice. En fait, c'était une piste, mais aujourd'hui, il faut la bitumer. Plusieurs chantiers sont donc en cours d'exécution dans la ville de Yaoundé et commencent à donner un autre visage à une voirie tant décriée. Par exemple, prendre le taxi facilement, ne plus passer par le rond-point express, mais prendre Tam-Tam week-end pour arriver à Mendon ou Damas. Mais la réalisation de certains des travaux laisse voir de nombreux manquements qu'il convient de corriger. Résoudre les problèmes d'assainissement qui se posent dans un certain nombre de tronçons, notamment Coran, que vous avez vu. Nous avons également posé le problème d'embellissement des rues. Il ne faudra pas simplement s'occuper du génie civil. Et la signalisation également devrait tenir compte du fait que nous sommes en train de préparer les villes de demain. Il est à noter que si certains quartiers bénéficient de plusieurs travaux de réhabilitation et d'aménagement des voiries, d'autres par contre attendent toujours leur tour, pris au piège des nids de poules qui s'accompagnent très souvent des problèmes d'assainissement. Comme nous le disions à l'entame de ce journal, le passage de l'analogie au numérique initialement prévu en juin 2015 en Afrique ne sera pas au rendez-vous. Le ministre de la Communication a fait savoir que les pays africains souhaitaient une prolongation du deadline. Les précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Ganson. Un ingénieur d'Equinox Télévision l'avait prédit il y a plus de 2 ans. C'était en février 2012. Il voyait mal comment la transition vers le numérique allait s'opérer alors qu'aucune condition de base n'était réunie. Presque 2 ans plus tard, précisément en janvier 2014, il sera rejoint par le secrétaire général des services du Premier ministre. Par ailleurs, président du comité de pilotage et de suivi de la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre au Cameroun. Lupaul Motazé constatait alors que le processus était plombé par diverses pesanteurs. Le Premier ministre déplore par conséquent ce qu'il considère comme un manque d'engagement de la part de certaines administrations, qui, loin de jouer le rôle de facilitateur attendu d'elles, endossent plutôt celui de censeur, retardant inutilement l'accomplissement des missions de ce comité placé à dessein auprès de lui. Rendu à 8 mois de l'échéance fixée par l'Union internationale des télécommunications, force est de constater que le Cameroun ratera le train de la transition de la télévision analogique au numérique. Plus que jamais, il faut donc faire bon usage de l'adage selon lequel rien ne sert de courir, il faut partir à point. Sans avouer directement que le délai ne sera pas respecté, le vice-président du Camdi TV s'est accroché sur une doléance portée par les pays africains. Il est à noter à ce sujet que les pays membres de l'Union africaine de radiodiffusion réunis à Yaoundé dans le cadre de leur assemblée générale ont, en raison de la prééminence de ces impératifs, décidé d'un commun accord de solliciter l'UIT pour un report de l'échéance du 17 juin 2015 en ce qui concerne les pays africains. C'est dans ce contexte d'incertitude qu'une campagne de communication vient d'être lancée en direction de tous les acteurs concernés de près ou de loin par cette révolution technologique dont il faudra patienter pour bénéficier des bienfaits. Parlons à présent de la liberté de la presse au Cameroun pour dire que Guy Bertin Sigué a été relâché par le secrétariat d'État à la Défense. Il s'agit de ce journaliste de sport camerounais qui a été arrêté puis gardé à vue il y a quelques jours à Yaoundé. C'était à la suite d'une plainte pour diffamation, un acte qualifié de délit de presse. Mais pour des juristes, il y a eu violation de la procédure en la matière.
Ce qui nous amène dans ce journal à nous poser la question de savoir c'est quoi un délit de presse. Tentative de réponse avec Dallas Tana et Gertrude Fernande Nyokachesi. Les délits de presse sont des infractions commises par voie de presse qui sont prévues et punies par le code pénal. Dans le code pénal, il y a des infractions qui peuvent être commises par la voie d'écrit, c'est-à-dire par voie de la presse écrite, et il y a d'autres qui également peuvent être commises par voie de communication audiovisuelle. C'est par exemple les infractions comme la menace, les infractions comme les commentaires tendancieux, c'est-à-dire lorsque une procédure est pendante devant le tribunal ou devant un juge d'instruction et que les journalistes se permettent d'en faire des commentaires. C'est également des infractions comme fausses nouvelles, c'est-à-dire les journalistes qui divulguent des informations qui sont fausses et qui sont susceptibles de causer un trouble. À celles-là peuvent s'ajouter l'injure et la diffamation. Cette dernière infraction est d'ailleurs la plus courante. Chaque fois, quand on donne une information sur une personne sans être en mesure de rapporter la preuve, on est là dans l'infraction de diffamation. Les victimes du dit délit, poursuit l'homme de droit, disposent de plusieurs possibilités selon la loi de 1990. Il s'agit du dépôt d'une plainte à la police judiciaire ou de la saisie d'un juge d'instruction ou même du procureur de la République aux fins de l'ouverture d'une enquête préliminaire ou tout simplement de la saisie d'un tribunal pour citation directe, selon l'expression consacrée ici. Toute chose qui amène plusieurs hommes de droit à observer quelques entorses dans l'application de la procédure concernant le journaliste sportif Guy Bertin Sigué. Il a été interpellé par les agents du CET, du secrétariat d'État à la défense, qui pour moi est beaucoup plus administratif que judiciaire. Normalement, c'est des agents des unités de police ou de gendarmerie qui devraient faire ce travail, c'est-à-dire à la suite d'une plainte déposée dans leur service, ils ouvrent l'enquête et maintenant ils peuvent convoquer le suspect. De quoi comprendre donc cette sortie énergique du syndicat national des journalistes camerounais réclamant la libération du confrère Guy Bertin Sigué. Il faut noter qu'à la suite de Gertrude Fernande Nyokachesi, Guy Bertin Sigué est libre depuis hier, mais il a été entendu ce jour du côté de Yaoundé. On parle de santé dans ce journal pour dire ces craintes des habitants du quartier Noubel à Douala qui redoutent la résurgence du choléra dans leur zone. Des tas d'ordures et des caniveaux non entretenus exposent les populations aux vibrions cholériques. La rumeur annonçant par ailleurs un nouveau cas de choléra dans Douala 2e reste non confirmé. Jean Dionipek et Flavien Valondongo ont fait un tour dans ce quartier de l'arrondissement de Douala 2e. Voici leur reportage. Ici, le quartier Noubel à Douala. L'insécurité et l'insalubrité sont, selon des observateurs, des éléments qui le caractérisent. Des tas d'ordures inondent les rues, des caniveaux non entretenus, des éléments qui pourraient favoriser la propagation du vibrion cholérique. Le quartier de Noubel, c'est comme ça, les enfants sont partout dans les rigoles. Déjà, si on verse ce produit-là, ça va nous donner la maladie, on s'attend à quoi? Donc vous allez seulement voir le choléra là à Noubel, c'est tout. Il y a déjà le choléra, parce que quand tu vois la saleté comme ça, ce n'est même pas à demander, il y a déjà le choléra à Noubel. Qui sent beaucoup même. Ça sent, ça donne une mauvaise odeur. Donc nous ne pouvons pas quand même supporter. Et c'est dans ce quartier que l'épidémie de choléra a fait le plus grand nombre de victimes à Douala il y a quelques années. Une rumeur faisant état de découverte d'un nouveau cas ces derniers jours dans cette localité reste non confirmée. Des responsables sanitaires de cette partie de la ville ont préféré garder leur mutisme sous prétexte qu'ils sont nouvellement affectés à leur poste de travail. Par contre, au sein de la population, le visage malpropre du quartier Noubel à Douala suscite des soupçons. Les enfants marchent partout là. Avec quand il pleut comme ça là, c'est grave. Nous on ne respire même plus. La vie, il y a déjà le choléra ici. On ne dit pas qu'il n'y a pas, mais il y a déjà le choléra à Noubel. Si les gens confirment, c'est que c'est sûr qu'il y en a, d'autant plus qu'avec beaucoup de saleté que nous avions ici à Noubel, ça peut bien provoquer cela. Par ailleurs, cette localité qui peine à se détacher de son surnom de quartier sale de la ville de Douala regorge une ressource humaine capable de changer la donne. Ma notion pour éviter le choléra, c'est la propriété. Si les gens du quartier peuvent s'entendre pour que nous puissions mettre un peu de la propriété partout, dans les rigoles, un peu partout au quartier. Je crois que même dans les maisons, pour éviter un peu le cas. Il faut laver la main, il faut être propre, pour éviter quand même
la saleté. Les spécialistes de la santé enseignent que la propreté corporelle, vestimentaire et surtout environnementale reste le seul moyen pour barrer la route au choléra et à bien d'autres maladies. Restons dans ce quartier de l'arrondissement de Douala 2e pour parler de ce drame survenu ce jour. Il s'agit de 2 hommes qui ont trouvé la mort pour une pièce de 100 francs. Le nommé Amadou Baïro, âgé de 27 ans, et son rival n'arrivaient pas à s'entendre sur celui qui avait le droit de garder cette pièce de monnaie. Il s'en est donc suivi une chaude dispute. À l'issue de cette dispute, l'un des protagonistes a été poignardé à mort. Le bourreau a par la suite été rattrapé par la foule qui l'a lynché. Retour sur cette affaire assez rocambolesque avec Okwa Claude et Flore Tamko Bensi. Ici, étendu sur un lit de l'hôpital de district de Nubel, le corps sans vie de Amadou Baïro. Le jeune homme de 27 ans a été poignardé à mort par son ami, le nommé Dixon Gone. Ce dernier sera lui aussi lynché à mort quelque temps après. Les 2 hommes se discutaient la propriété d'une pièce de 100 francs tombée de la poche d'un passant au carrefour Benskin au quartier Baganté. C'est à Nubel, à Douala. Moi-même, je venais à l'hôpital pour mes soins. Et juste à la barrière, là, il y a un motoman qui est venu avec son frère. Soi-disant, on a poignardé son frère. Et il demandait de l'aide. On aide son aide pour le mettre à l'urgence. Bon, je les ai aidés à le transporter et le mettre à l'urgence. Et c'est de là, alors maintenant, de l'urgence, maintenant, il a rangé là. Celui qui est mort là, qu'on a tué là, a donc ramassé l'argent. Bon, quand on a ramassé l'argent, il a donc dit ça chez famille. Dès que son ami dit, tu peux prendre mon argent, moi je vais donc alors il a conduit son ami, il est mort. Les populations furieuses ont été sans pitié pour le bourreau de Amadou. Dixon Gone a été tué à coups de pierre. Des éléments du commissariat du 2e arrondissement, descendus sur les lieux, ont transporté le 2e corps à la morgue de l'hôpital de district de Nubel. La foule, sortie nombreuse, est restée sans voix devant une affaire de 100 francs CFA qui a mis fin à 2 vies. Histoire assez terrible. À présent, les nouvelles au-delà de nos frontières nous conduisent au Canada où un homme armé tire sur un soldat et là-bas, ce bourreau sera par la suite rattrapé par un coup de feu d'un officier de police au moment où il s'enfuyait vers le Parlement où le Premier ministre canadien tenait un discours sur le terrorisme. Les précisions avec les confrères de CCTV. Nous ne serons pas intimidés. Le Canada ne sera jamais intimidé. En fait, cela renforce nos résolutions et fait redoubler nos efforts. Cela permet à nos agences de sécurité nationale de prendre les mesures nécessaires pour identifier et contrer les menaces, rendant ainsi le Canada plus sûr que jamais. Monsieur Harper a fait cette déclaration juste après l'attaque de l'homme armé sur un soldat surveillant un mémorial de guerre à Ottawa. L'homme armé a ensuite couru vers le Parlement avant de se faire tirer dessus par un officier de police. Les tirs ont été entendus jusque dans la pièce où le Premier ministre tenait son discours. Les portes étaient barricadées, mais le Premier ministre a tout de même été emmené en lieu sûr. La fusillade a eu lieu à peine quelques heures de la levée du niveau de menace terroriste du Canada. C'est la 2e attaque depuis lundi où un autre soldat a été tué dans un délit de fuite commis par un homme converti à l'islam. Au début du mois, le Parlement canadien avait voté pour rejoindre la coalition des États-Unis contre l'État islamique en Irak et en Syrie. L'homme armé d'Ottawa a été identifié par la police comme étant Michael Zeaf Bibo, ancien détenu de 24 ans. On lui avait récemment retiré son passeport. L'homme était en effet considéré comme un voyageur dangereux par les services de renseignement. On parle à présent de sport et plus précisément de football pour dire que les Lions indomptables ont obtenu une double qualification hier, tout d'abord pour la finale de la Coupe d'Afrique qui se dispute en Namibie, mais également pour la prochaine Coupe du Monde de cette catégorie qui se dispute l'année prochaine au Canada. Retour sur ce parcours élogieux des Lions indomptables avec Aïk Cyril. Les Lions indomptables du Cameroun vont disputer pour la 2e fois une finale de Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. Et ce sera contre le même adversaire, les Super Falcons du Nigeria, qu'elles avaient déjà rencontrés en 2004. Les pouliches du coach Enongachu ont obtenu leur ticket pour la finale, au terme d'un parcours presque sans faute. Les 2 premières victoires à l'entame de la compétition, 1-0 contre l'Afrique du Sud et 2-0 contre l'Algérie,
avait ouvert les portes du second tour aux Lions indomptables. Du coup, le troisième match de poule contre le Ghana ne devenait qu'une rencontre de formalité. En demi-finale, la Côte d'Ivoire, qui voulait se montrer dangereuse, a plié avant de rompre finalement. 2 buts contre 1. C'est le score après 120 minutes de jeu en faveur du Cameroun. En 4 sorties, les Lions enregistrent 3 victoires, 1 défaite, 5 buts marqués, 2 encaissés. Un succès contre le Nigeria en finale serait la fin en apothéose d'une histoire qui a bien commencé le 12 octobre dernier. Histoire qui a permis aux Lions indomptables du Cameroun d'obtenir leur ticket pour la Coupe du monde de football féminin Canada 2015. Eh bien, notons que ces 2 performances des Lions indomptables sont passées presque inaperçues car il y a très peu d'attention qui est accordée au football féminin au Cameroun. Retrouvons une fois de plus avec Cyril. Malgré les prouesses des Lions indomptables, les Camerounais semblent peu intéressés par la CAN de football féminin en Namibie. Le Cameroun, vous savez, a été très longtemps médusé par la participation foireuse qui venait de se dérouler à la Coupe du monde 2014 au Brésil. Et à l'heure actuelle, dans tous les compartiments du sport et même du football camerounais en particulier, on n'est pas dans la reconstruction et la réflexion. À l'échec de l'équipe nationale messieurs au Brésil, s'ajoute la gestion décriée des responsables de la Fédération camerounaise de football. Chacun regarde du côté où l'argent rentre, précisément à la Fédération camerounaise de football masculin, parce que ça rentre, ça génère beaucoup d'argent. Aujourd'hui, chacun est focalisé par là, personne ne regarde le football féminin. La FECAFOOT ne communique pas beaucoup. Les gens qui incarnent à l'heure actuelle le service de communication à la FECAFOOT ne communiquent pas. Et pas seulement au niveau des Lions, mais dans tous les domaines. Et ces gens-là ne communiquent pas. C'est donc dire que le football féminin est sacrifié à l'autel de l'amateurisme et de la corruption. L'attention qui n'est pas portée au niveau du championnat féminin est due à plusieurs choses. Déjà, les détournements, le manque de confiance, les abus. Il n'y a pas le développement du football des jeunes féminines parce que si on regarde par exemple même la Ligue 1 féminine au Cameroun n'est pas tellement développée comme dans les pays tels que le Nigeria. Les élites même locales ne mettent pas beaucoup d'attention à ce qui concerne la création des clubs féminines. Donc les hommes sont en train de prendre le dessus. Pratiquement abandonnées à elles-mêmes, les Lions indomptables font pourtant preuve de bravoure à la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin en Namibie. Bien, notons par la suite que plusieurs pesanteurs empêchent le développement du football féminin au Cameroun. En voici quelques-uns énumérés dans ce reportage de Yannick Mazoua. Au Cameroun, le football féminin se présente en parent pauvre dans la grande famille du ballon rond. Le football des dames connaît d'énormes difficultés dans son développement. Le goût des activités du championnat se résume à quelques équipes concentrées dans 2 ou 3 grandes villes, Douala, Yaoundé, Bafoussam. Mis à part le championnat d'élite, les autres catégories inférieures sont inexistantes. On ne peut pas aujourd'hui penser qu'ils sont au même niveau que le football masculin au point de vue encadrement et autres, mais ils sont en train de forcer la main. Et je pense que c'est comme ça que les joueurs doivent faire. Il faut d'abord sur le terrain faire son travail, concrétiser, marquer des points et la pression viendra faire quelque chose. En plus des infrastructures qui font défaut, le manque de financement a presque transformé les acteurs du football féminin en laissés pour compte, croupissant dans l'indifférence totale des pouvoirs publics qui misent tout sur l'équipe nationale, version masculine, les Lions indomptables. En l'absence d'un suivi adéquat, nos footballeuses filent chercher fortune ailleurs. Nombre d'entre elles vont en Guinée équatoriale évoluer sur le maillot du Zalang national. Au comité de normalisation, la création d'une ligue spécialisée de football féminin pourrait être un début de solution. Aujourd'hui, le manque de considération pour le football féminin crève les yeux. Illustration parfaite avec les Lions indomptables engagés en Coupe d'Afrique des Nations en Namibie. Il y a ce problème de primes non payées jusqu'à présent. À qui la faute? Moi, je suis persuadé que ça trouvera solution. Moi, je ne suis pas au fait de cela. Moi, je suis persuadé qu'ils trouveront solution à cela. Jusqu'ici, elles n'auraient toujours pas reçu leur prime après s'être qualifiées avec brio
pour la finale de la CAN Namibie 2014 et la Coupe du Monde féminine prévue au Canada l'année prochaine. Eh bien, nous allons revenir dans la deuxième partie de ce journal sur ce manque de communication autour de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin qui se dispute en Namibie en ce moment. L'Assemblée générale de l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun s'est tenue ce jour à Douala. Après avoir dressé le bilan des 40 dernières années, les assureurs camerounais ont élaboré les perspectives pour les années à venir, notamment l'amélioration des rapports entre assureurs et assurés. Reportage. La célébration du quarantenaire de l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun marque les nouveaux jalons dans la relation entre les assureurs et les clients. Il s'agit d'assainir les rapports jadis tendus par une collaboration franche entre assureurs et assurés lors de la souscription du contrat. Maintenant, nous allons faire mieux et le faire savoir. Nous allons nous atteler à expliquer davantage les contrats. Nous leur demandons seulement d'accepter de consacrer quelques minutes avec nous, qu'ils acceptent d'écouter, de s'asseoir pour écouter un peu ce qu'on leur dit sur le contrat qu'ils achètent. Les assureurs affirment que les clients doivent réclamer leur contrat d'assurance et l'étudier si possible en compagnie de leurs conseils. Le lire et mieux le comprendre et ne revenir à l'assurance que conformément à ce contrat. Prenez le document, rentrez, exploitez ces documents, au besoin avec votre avocat. Parce que c'est important, un contrat d'assurance, ça a des avantages, ça a aussi des droits et des obligations. Signez le document, mais surtout payez votre prime d'assurance. Ils poursuivent, arguant qu'une bonne connaissance du contrat permet de mieux aborder les sinistres. Beaucoup de conflits naissent parce que le contrat n'a pas été lu, n'a pas été compris, et on demande des choses qui n'étaient pas inscrites dans le contrat. Vous aurez toute la latitude de réclamer réparation en cas de sinistre. En dehors de cela, vous serez en train de faire autre chose que l'assurance. Si vous amenez un sinistre qui n'est pas inscrit là, dans cette fiche d'information, vous ne serez pas assuré. Et généralement, on dit je me suis assuré et s'en va gaillardement quand il a un bobo qui n'est pas celui qui est indiqué dans son contrat et dit qu'on ne paye pas. Au cours du point de presse qui a suivi l'Assemblée générale de l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun, le président Raphaël Futé est revenu sur les différentes activités qui ont meublé la célébration du quarantenaire de la SAC, notamment le volet solidarité avec la remise des dons dans les écoles, les hôpitaux, au centre d'accueil et d'observation des jeunes de Bépanda et à la soie littorale pour la prise en charge des examens des orphelins du sida pendant 2 ans. Ce quarantenaire de l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun est marqué par de grands moments de rencontre entre les assureurs et le public. Ceci à travers une marche sportive, un tournoi de football, des conférences scientifiques et des rencontres avec des étudiants des universités et grandes écoles de Yaoundé et de Douala. Les activités relatives à la célébration du quarantenaire de l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun s'achèvent certes, mais les assureurs du Cameroun attestent qu'ils seront dorénavant plus proches de vous. La suite, c'est avec cet élan de cœur de la Fondation Orange Cameroun à l'endroit des jeunes pensionnaires de la chaîne des foyers Saint-Nicodème. Ces jeunes ont reçu une enveloppe de 5 millions de francs CFA qui devrait leur permettre d'avoir une formation de qualité. Reportage. Main dans la main depuis des années, avec la chaîne des foyers Saint-Nicodème, pour apporter du soutien aux jeunes en situation de vulnérabilité et faciliter la réinsertion des enfants de la rue dans la société. La Fondation Orange Cameroun poursuit son élan de cœur pour permettre à une 50aine de jeunes filles en difficulté d'apprendre un métier et trouver un emploi plus tard. La Fondation Orange octroie un chèque d'une valeur de 5 millions de francs CFA à la chaîne des foyers Saint-Nicodème, destiné à l'achat des équipements pour les ateliers de son centre de formation. Les responsables de la chaîne des foyers Saint-Nicodème saluent fortement ce geste de la Fondation Orange. La Fondation Orange nous aide beaucoup et ça on peut dire qu'on les remercie parce que c'est un soutien moral, financier et puis un soutien dans toutes les sortes parce que c'est quand même un partenariat qui nous est quand même très bien pour nous, pour aider les jeunes en difficulté. Les projets que nous allons réaliser cette année, c'est surtout le centre de Niala, des jeunes qui sont en difficulté et qui vont être là toute la semaine pour apprendre et choisir un métier où elles pourront se donner après pour arriver à se faire grandir en même temps et à s'épanouir dans leur travail.
et trouver aussi un emploi. Cet appui s'ajoute donc à la longue liste des fruits du partenariat entre la Fondation Orange et la chaîne des foyers Saint-Nicodème. À chaque fois que nous voulons réaliser un projet, Fondation Orange, n'est-ce pas, nous tient la main et ensemble nous permettons, n'est-ce pas, aux jeunes en difficulté de pouvoir se réaliser et de pouvoir construire leur projet. Les jeunes qui reçoivent leur formation dans ce centre se réjouissent également de l'élan de cœur de la Fondation Orange. J'apprécie vraiment le geste de la Fondation Orange Cameroun. Ça va nous permettre de rendre les filles de notre secteur, surtout Niala, un peu plus entreprenantes. Parce que nous avons remarqué que dans notre secteur à Niala, les filles ne vont pas à l'école, elles accouchent à la maison. La Fondation Orange poursuit ses actions en étroite ligne de ses valeurs, que sont la simplicité, le dynamisme et la proximité auxquelles la marque attache du prix. Et plus qu'une bonne initiative suscite toujours de la joie à ceux qui en bénéficient, les pensionnaires de la chaîne des foyers Saint-Nicodème n'ont pas manqué de le démontrer en dansant. Parlons de cette nouvelle chaîne de télévision dans le bouquet CanalSat Afrique avant la deuxième partie de ce journal. A+, la grande chaîne africaine qui lance ses programmes dès demain, a été présentée aux médias à Douala. A+, qui se veut panafricaine, entend offrir au public de l'espace francophone en Afrique, la diversité du continent. Reportage. Dès le 24 octobre 2014, le paysage médiatique s'enrichit d'une nouvelle chaîne de télévision. A+, la nouvelle chaîne 100% africaine vient enrichir l'offre du bouquet CanalSat en Afrique. La chaîne francophone de référence d'Afrique est la vitrine de toutes les cultures du continent, immense et variée. Au programme de cette chaîne innovante, un cocktail unique, riche et diversifié, fait de séries inédites. Quand tu te maries, ma chérie, il y a certaines choses avec lesquelles tu ne plaisantes pas. De sagas cultissimes d'Afrique anglophone et francophone, de magazines. Les resteront à pouvoir ce qu'ils vont pouvoir concocter. D'émissions de jeux, de films et de téléfilms. Les affaires vont démarrer, il faut que tu viennes. En qui as-tu confiance? Mettant à l'honneur la fine fleur des productions locales. Un rendez-vous garanti avec les contenus africains, avec la fiction. C'est vrai que la fiction africaine, notamment francophone, n'a pas attendu A+ pour exister. Donc il y a des pays dans lesquels la production est forte. Mais elle est partagée avec le journal télévisé, des émissions en plateau, du sport. Donc là, ce que l'on offre, c'est un rendez-vous garanti avec cette fiction et on essaye d'aller chercher dans le reste de l'Afrique, donc en Afrique du Sud, en Angola, au Kenya, au Ghana, le meilleur de la production africaine. Chaîne vivante, A+ propose des grands programmes de télé-réalité, notamment Star Chef ou encore Island Africa Talent. Libre, original et riche de toute la diversité du continent noir, A+ se veut le miroir de l'Afrique d'aujourd'hui. Tourné vers l'avenir, A+ insuffle un vent de modernité sur le continent. C'est une démarche de dire qu'on y croit et qu'un potentiel n'est jamais totalement exploité. Il ne faut pas fonctionner en disant qu'on veut faire ce qui n'a pas été fait. On est en 2014, tout a été fait. Il faut juste pouvoir continuer à faire pour que dans 100 ans, des choses aient été faites. Donc je pense qu'on se limite à ça, parce que construire, c'est ne pas commencer, c'est de reprendre ce que les gens ont fait pour continuer. Composé d'une équipe panafricaine, A+ veut fédérer un large public. Lancé par Canal+ Afrique, A+, la nouvelle chaîne de programmes africains du groupe Canal+ en Afrique subsaharienne, sera disponible exclusivement sur le bouquet CanalSat, accessible des CanalSat Access. Et pour plus. A+, la grande chaîne africaine. Ah, ils n'ont pas oublié le son. Une super émission. Dans quelques instants seulement, nous allons parler de la communication ou alors du manque de communication autour de la CAN de football féminin qui se dispute en Namibie. Eh bien, pour en parler, nous recevons un journaliste et en même temps enseignant, Charles Forgan. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Charles, vous avez suivi les différents reportages autour de la compétition de football féminin qui se dispute en Namibie. Il y a tout d'abord les Lions indomptables qui se sont qualifiés, notamment pour la finale, mais également pour la Coupe du Monde en 2015. Alors, quelle appréciation faites-vous de la communication autour de cette compétition majeure de football féminin en Afrique? Avant de parler de communication, moi je constate qu'il y a une très faible médiatisation.
car vous devez savoir que la communication n'est que le corollaire d'une bonne médiatisation. Les annonceurs n'ont pas l'argent à distribuer, ils ne jettent pas l'argent par la fenêtre. C'est-à-dire que s'il y a une bonne organisation par les médias autour de l'événement, si les médias s'intéressent particulièrement, alors ces médias peuvent aller vers les annonceurs pour solliciter des soutiens. Ou encore, si les annonceurs eux-mêmes se rendent compte que l'événement est suffisamment médiatisé, alors automatiquement, les annonceurs viendront là pour chercher dans cette audience-là. En somme, ils viendront donc communiquer sur cet événement. Moi, je constate plutôt qu'il n'y a pas une véritable médiatisation, que les médias ne sont pas suffisamment intéressés à cet événement-là. Et cela peut justifier le fait que les annonceurs, en retour, ne sont pas venus communiquer autour de cet événement-là. Mais Charles, on a plutôt noté au cours des compétitions antérieures et qui engagent plutôt les hommes que ce sont plutôt ces communicateurs ou alors ces sponsors qui, dans la plupart des cas, sont prompts à aller vers les médias et qui parfois même sponsorisent ces médias et les encouragent à aller dans des compétitions. Pourquoi on n'a pas constaté cette même réaction au cours de cette compétition de football féminin? Oui, mais en fait, les médias ne doivent pas toujours attendre que ce soit les annonceurs qui viennent vers eux. Nous attendons que les médias puissent développer des stratégies marketing qui permettent véritablement de vendre leurs espaces. Donc de vendre des événements comme ceux-là. Les médias ne l'ont pas fait. Par le passé, si les annonceurs venaient spontanément, c'est parce qu'il y avait eu des indicateurs qui montraient à ces annonceurs-là que ces événements comme ceux-là leur permettaient de toucher une audience beaucoup plus forte. Mais dans le cas de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, il n'y a pas encore ces indicateurs-là qui indiquent qu'on a parfois une forte audience et on peut comprendre que les annonceurs ne se bousculent pas pour aller vers les médias. Mais les médias auraient pu construire cette dynamique-là en posant des plateaux alléchants et en allant eux-mêmes voir ces annonceurs-là, et également en faisant des efforts pour aller couvrir l'événement, sachant qu'automatiquement, les annonceurs devaient suivre. Mais on a vu, toujours pour rester dans le cadre des compétitions de CAN de football masculin, la CAF qui a quand même fait une communication qui, à moins, s'est associée à certains sponsors officiels qui ont largement fait, je peux dire même, la cour à certains médias, mais tel n'a pas été le cas pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, est-ce à dire que le football féminin ne représente rien en Afrique? Oui, en fait, il faut noter que le football féminin a ses premiers balbutiements en Afrique. En Europe, aujourd'hui, les championnats de football féminin sont assez bien organisés, qu'on a même qui sont professionnels. Mais encore, en Afrique, si on prend le cas du Cameroun, vous n'avez pas un championnat véritablement structuré. En ce qui concerne le football masculin, on a par exemple une ligue professionnelle de football. En ce qui dans le football, je crois que c'est une commission, il n'y a pas encore une véritable ligue. Et c'est le cas dans plusieurs pays. Donc le football féminin reste le parent pauvre. Et pourtant, c'est là où il y a véritablement du spectacle, à voir les femmes réaliser des prouesses que réalisent beaucoup, quelquefois, bien plus que les hommes, auraient pu attirer foule. Mais on se rend compte qu'en Afrique, ce n'est pas encore le cas. Le football n'est pas, la mayonnaise dans ce que le football féminin n'a pas encore véritablement pris. Mais c'est la faute également à ceux qui gèrent ce football. Dans le cas du Cameroun, c'est la faute, par exemple, à l'Africa Foot, également au ministère qui est le bras sécurité de l'Africa Foot dans la gestion du football. Donc, beaucoup de choses restent à faire, mais on peut bien croire qu'avec les succès qui sont engrangés, non seulement par l'équipe nationale du Cameroun, avec également la place grandissante du football féminin, même au niveau africain, avec les Africaines qui se retrouvent dans les championnats européens, dans les clubs professionnels et qui restent des prouesses, on peut bien croire qu'à la longue, dans les années à venir, les choses pourraient changer. Même si pour le moment, c'est regrettable vu la situation qu'on vit. Voilà, championnat de football féminin au Cameroun, pas du tout à la hauteur, mais les filles sont en train de nous prouver le contraire parce qu'elles sont pratiquement au sommet du football africain en se qualifiant pour cette finale. Alors, est-ce que ce n'est pas une leçon peut-être pour ceux qui auraient à croire que c'est un sport majeur, parler de football féminin? Oui, moi je pense que c'est une véritable leçon et je vais saisir cette opportunité pour saluer les prouesses de ces filles qui font une fois de plus honneur au Cameroun, là où depuis quelques temps les hommes avaient échoué. Et je pense également un signal fort que ces filles donnent comme ça, même aux annonceurs qui cette fois ne sont pas intéressés. Et je suis sûr qu'il y en a qui vont se mordre les doigts en disant peut-être que si j'avais été le seul à m'y intéresser, j'aurais pu marquer un grand coup. Également, c'est également un appel vers les médias. Ailleurs, on a souvent vu, notamment Equinox, mobiliser toute une équipe pour aller à la Coupe du Monde, qui était même près de plusieurs semaines avant que la Coupe du Monde commence. Mais on aurait bien voulu qu'Equinox se mobilise de la sorte également pour aller couvrir cet événement. Et sûrement que les annonceurs auront suivi. On peut aussi regretter que même la télévision, notamment la CRTV, qui bénéficie du capteur public, n'ait pas pu le faire, ce qui est regrettable. Mais nous pensons qu'avec cette leçon qui est donnée par ces filles-là, sûrement que les lignes vont bouger. Merci Charles Forgan. Il faut noter que vous êtes journaliste il y a même temps
enseignant. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir été en notre compagnie. Bonne suite de programme sur Equinox Télévision.